Début de semaine, ça veut dire Yann Sénéchal avec nous autres, mon ami Jerry. Yann, t'as une petite grippette, mon ami Yann. Une grippette? Ouais, effectivement. Belle voix profonde aujourd'hui. Hey, regarde, ça sonne bien, ça sonne FM. Hey, vous savez, est-ce que tu me dis que vous avez un invité spécial sur votre podcast aujourd'hui? Oui, exactement. C'est Gad Saad. Tu te rappelles-tu du monsieur qui a été détesté par Marc Cassivi de la presse cet été? Parce qu'il avait dit que l'accent québécois est une attaque à la décence humaine. OK. Ça te dit quelque chose, cette histoire-là? T'étais peut-être en Floride puis décroché un peu. Non, cet été, c'est parce que j'ai pas sorti de nulle part. J'étais en construction de maison, donc j'avais la tête ailleurs un peu. Mais ça me dit quelque chose, effectivement. Mais Marc Cassivi, c'est quelque chose que je me concentre pas bien habituellement. Je vais t'avouer, je manque rien. Là. Non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est que Sad, de son côté, ça doit faire une dizaine d'années, il y a un running gag qu'il fait souvent. Il dit quelque chose, c'est une attaque à la décence humaine. Peu importe. Elvis y a passé, les Beatles y ont passé. Puis c'est vraiment un running gag. Puis t'as pas besoin de chercher longtemps sur son fil Twitter pour te rendre compte que c'est un running gag. Mais évidemment, à un moment donné, Gad Saad a fait cette joke-là à Joe Rogan par rapport à l'accent québécois. Et ça l'a mal passé dans le dos. Oui, là, je me rappelle. Oui. Là, tu te rappelles, hein? Ça a vraiment, vraiment, vraiment mal passé dans le dos. À ce moment-là, la presse, je pense qu'elle le contacte un peu, tout ça, pour parler avec lui, puis tu sais, il dit « I don't care ». Mais Frank aussi l'avait contacté. Puis nous autres, on l'avait défendu sur les réseaux sociaux pour dire « Vous êtes bien cave, là, c'est juste une joke qui fait tout le temps. Puis vous êtes donc bien soupe au lait, puis name it ». Mais Frank le contacte à ce moment-là, mais le monsieur est en vacances. Puis il check pas vraiment ses courriels, connaît pas Frank. Fait que tu sais, il laisse ça aller. Il nous a répondu la semaine passée. Lui, c'est un gars de Montréal, hein, c'est ça? C'est un gars de l'Université de Concordia. C'est probablement un des Québécois les plus connus au monde, puis que les gens ne le connaissent pas ici. Un genre de GSP, mais du marketing / politique. Là. Parce qu'on va se le dire, là, il y a quand même si on est dans le même territoire, les anglophones de Montréal, puis c'est des deux bords, bon ça, là, j'accuse pas les anglophones et les francophones, c'est deux univers complètement parallèles qui se parlent pas, là. Carrément, sauf que les anglophones, eux autres, sont ouverts sur le monde. Gad Saad, c'est l'invité le plus fréquent à Joe Rogan. Il a été 9 fois. Tu sais, je veux dire, à un moment donné... Quand même. Quand même, effectivement. Puis c'est un des Québécois les plus connus au monde, là. Sauf que les Québécois le connaissent pas. Les Québécois francophones ne le connaissent pas. Fait que c'est quand même assez drôle. Fait que là, ça avait fait une grande tollée. Puis dans le dôme québécois, les gens ont capoté quand il avait fait ça. Il y a eu du hate speech qui s'est fait envers lui. C'est l'enfer. Tu sais, le gars, premièrement, c'est un juif, mais qui a grandi, qui est né en territoire arabe. Il a émigré à Montréal quand il était jeune, donc les années 70 à peu près. Puis il enseigne à l'Université Concordia depuis très, très, très longtemps. Lui, c'est un peu notre Jordan Peterson à nous autres au Québec. Exact. C'est le même qu'effectivement, c'est le bon. Lui, il parle plusieurs langues. Là. Je pense qu'il parle portugais, il parle... il est dans l'arabe, il est dans l'hébreu, je pense. Oui, c'est ça. Puis il parle très bien français. Il avait ri aussi de la langue portugaise, qu'il parle lui-même. Oui, exactement. Dans le sens qu'il disait que c'était une langue particulière, puis c'est une langue difficile, puis il fait des jokes là-dessus. Carrément. Puis, honnêtement, l'entrevue qu'il nous a donnée est vraiment cool. Le gars s'est amusé. Premièrement, avant même qu'on commence l'entrevue, il dit « Est-ce que vous me permettez de faire mes excuses au peuple québécois? » Le premier 2 minutes, il le fait d'un ton satirique qui est vraiment, vraiment intéressant. Mais ça m'a fasciné parce que quand on arrivait, tu sais, moi je parle de lui, mettons, dans mon entourage. Nous autres, on savait qu'on recevait quelqu'un qui avait un bon reach. Je veux dire, juste quand il a plugué, qu'il a fait le podcast avec nous autres vendredi passé, le post a été vu 90 000 fois. Là, OK. Wow. Ça donne une idée. Le gars, il a coupé un steak vendredi passé. Là, il s'est fait cuire un steak sur son barbecue, là, puis son vidéo de son steak est rendu à 4,3 millions de vues. Ben voyons. C'est un Québécois, là. Tabarnache. Les gens n'ont aucune idée qu'il vit ici, là. Fait que, tu sais, un moment donné, t'es là, tu te dis, tabarouette, voulez-vous, il y a des gens qui se demandent, c'est quoi le dôme? Voulez-vous l'exemple le plus frappant, là? C'est ça, le dôme. c'est carrément ça. On est dans notre cloche à gâteau. Ben, c'est la langue. C'est la langue, le dôme.
Regarde, je vais continuer ce que tu me dis il y a une semaine ou deux. Tu me dis, toi et moi là-dessus, on a un point vraiment commun, c'est-à-dire que la langue, on voit ça comme un moyen de communication. Puis il y en a pour qui c'est très identitaire, c'est en dedans d'eux, c'est très, très important. Moi, je me dis, regarde, peu importe où je serais dans le monde, peu importe, je serais né en Suède, je parlerais suédois plus l'anglais, je serais probablement la même personne avec la même affaire. Pour moi, la langue, comme toi, tu dis, c'est un moyen de communication, puis ça ne me définit pas comme personne. Il y en a d'autres qui, puis regarde, ça je peux comprendre, il y en a même la majorité, ils vont dire, non, moi, c'est en dedans de moi, ça, c'est ancré, comme tu ne peux pas savoir, puis ça me définit. Parfait, on n'est pas obligé de s'entendre, mais la langue, c'est ça que ça fait. Le fait qu'on parle français dans le dôme, c'est ça la différence. Là. C'est elle. C'est que lui, il a accès à des... Ben, c'est un peu... Tu sais, les chanteurs le savent, là. Les chanteurs qui... si, mettons, Céline Dion décide de continuer à chanter en français, elle est très populaire en France, elle est très populaire au Québec, mais ça finit là. Ben et à un moment donné, son chum me dit, je vais aller voir le gars de Sony, puis on va faire un deal... et est devenue une star planétaire. Mais ça c'est pour de la musique. La musique, c'est correct. Là. Dire, quand on voit Taylor Swift, on dit « Wow, la musique, ça peut atteindre des affaires, des proportions incroyables. » Mais quand on parle de paroles, quand on parle d'intervention humoristique, quand on parle d'intervention politique, sociale, etc., de cuisine, de construction, ben, crif, si tu vas avoir 50 millions de vues sur YouTube... Je veux dire, il faut que tu le fasses en anglais. Moi, je vois des gars de construction en anglais, des gars de Laval, des gars de Montréal, quasiment pas d'accent. Je veux dire, s'ils font, c'est des francophones, tu sais que c'est des francophones, là. C'est des francophones. S'ils font la même vidéo en français, au lieu d'avoir 5 millions de vues en train de changer sa toilette, il va avoir 20 000 vues, même pas, là. Donc, le gros cash est là. Ben, c'est ça, là. C'est toute une différence parce qu'au niveau de ta monétisation, ça fait toute la différence du monde. Mais, tu sais, on est prêt. Nous, on aime mieux être vu dans une vidéo par 15 000 personnes qu'être vu par 15 millions de personnes, mais d'avoir gardé notre langue. C'est le même qu'on voit là. Donc, c'est pour ça qu'on a de la misère à s'entendre avec ces gens-là. Là. Les autres disent non, moi, j'aime autant parler juste à 15 000 personnes que parler à 15 millions de personnes, mais d'avoir ma langue. Okay. Oui, puis un peu ce que Marc Cassivi fait, là, de prendre un extrait d'un cas que les Québécois connaissent absolument pas, prendre un extrait qu'il a fait à Joe Rogan, le mettre totalement hors contexte, tu sais, je veux dire, un running gag vieux de 15 ans. Là. Oui. Puis, t'exposes ça aux Québécois, puis allez, offusquez-vous, peuple. Oui. Ben, c'est quoi ça fait? T'sais, tout le monde l'envoie chier, mais je veux dire, tout le monde a la cave, là. Tout le monde a la cave dans cette histoire-là. Parce qu'à un moment donné, t'envoies chier quelqu'un que t'as jamais entendu de ta vie. Les Québécois l'envoient promener? Hey, solide. Écoute, le hate mail qu'il a reçu, c'est inimaginable. En fait, une des raisons pourquoi il n'a pas lu notre courriel pendant plusieurs mois, c'est qu'il en reçoit une tonne. Il y avait des dizaines de milliers de courriels de retard. Puis il dit généralement, quand un francophone m'écrit, c'est pour m'envoyer chier. Wow. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu finis par passer vite probablement dessus. Puis il est tombé sur le courriel à Frank. Il est allé voir notre stock, il est allé voir la controverse, il s'est rendu compte qu'on l'avait défendu, puis il a dit « Hey, j'ai le goût de parler à ces deux gars-là. » Il est venu dans notre podcast, puis c'est super le fun. Je dis, à un moment donné, t'es là, tu dis « Christy, peux-tu s'ouvrir un peu? » Moi, je le connaissais pas vraiment avant cet été, là. Puis je suis un peu frustré de ça présentement. Ce gars-là a de quoi de le fun à le dire, puis il est intéressant. Là. Pourquoi on le connaissait pas avant au Québec? Moi, ça me gosse. J'aime pas ça. J'aimerais ça qu'on soit un peu fiers de lui, puis même l'Université Concordia fait comme si ce gars-là n'existait pas. Là. Ouais, mais le plus grave là-dedans... Il est anti-woke. Là. Le plus grave là-dedans, c'est même pas de ne pas le connaître, de le connaître. C'est maintenant, pour une histoire, de penser le connaître. Ben oui, puis exactement. De l'avoir étiqueté à partir de là, à partir d'un texte de Junior, probablement de Marc Cassivi, qui résume une histoire qui est beaucoup plus complexe que ça. Puis moi... Les Québécois qui sont des gens qui se moquent de l'accent de beaucoup de monde, qui se moquent de... Comment ça se fait que les Québécois sont... C'est une des gangs les plus... c'est des gens très... on a un côté méchant, les Québécois. Mais on est... Ouais. Mais moi, je vis avec ça. Le bout que je vis pas, c'est... Comment ça se fait que toi, t'as
T'as de l'aisance à être méchant, puis à ridiculiser tel qui pense pas comme toi, ou etc. Mais la minute que quelqu'un fait la même chose que toi, envers toi, et là, ça pogne les nerfs. Là, ça étiquette le gars. C'est un raciste, c'est un ci, c'est quelqu'un. Non, il est quasiment banni de la société québécoise, c'est ce que tu me dis, là? Surtout que tu détectes même pas son sarcasme. Ah oui, en plus, ben ça, c'est... Tu sais, je veux dire, ça fait junior en sacrifice. Ouais, mais sarcasme, deuxième degré, etc., puis ça, c'est fini, ça. C'est révolu. Donc, ça, c'est ça, qu'à partir de maintenant, les gens le connaissent. J'ai fait semblant de ne pas le connaître. Je le suis depuis des années sur Twitter. Puis c'est un gars qui, ben, un peu comme Peterson, est capable de... Tu sais, lui, de parce qu'il est, surtout dans le dossier de toutes les tweets qu'il écrit, du wokisme, puis de tout ce qui se passe, entre autres, avec des manifestations pro-iraniennes, pro-Palestine, etc., ça lui donne la liberté d'écrire beaucoup de choses. C'est un des meilleurs. Là. Ça, Ben oui. Sur Twitter, c'est un des meilleurs. Mais qu'on le connaisse ici, un gars de chez nous, uniquement à cause de cette joke-là à Joe Rogan, ça montre comment on est un Christ de peuple d'insignifiants. Excusez-moi, là, mais c'est ça qu'on est, là. Ah, j'ai rien à redire. C'est exactement ça. Moi, c'est ce qui me gosse le plus dans toute cette histoire-là. Puis en même temps, je me dis, 2024, il y a de l'espoir parce qu'il vient dans notre podcast puis il n'a pas refusé. Ben non, mais c'est sûr. Il n'y avait aucune intention de refuser, puis il est là, il dit crime, c'est le fun. Il dit on peut jaser. On peut jaser avec des francophones. Il dit, mon seul contact avec des francophones les derniers mois, c'est de me faire envoyer chier. Ouais, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour lui. C'est que des gens comme toi, des gens comme nous, des gens qui t'écoutent ou qui nous écoutent, le groupe est petit, là. C'est ça. Ah, il est petit. Il y a deux solitudes, là. Au Québec, là, c'est clair, là. On dit, il y a deux solitudes avec le Québec et le reste du Canada. Non. À l'intérieur du Québec, il y a deux solitudes. Là. Ah ouais, aussi. On se parle pas, on s'écoute pas, on pense qu'on se connaît. Ça, c'est le pire bout, je pense. On pense qu'on se connaît. Ou les idiots pensent qu'ils nous connaissent, peut-être plus. Parce que nous autres, on les connaît, on les en face tout le temps. Là. Oui. Mais les autres nous écoutent pas, mais ils prennent nos clips de 15 secondes puis ils se font une idée. Mais tu sais, ça manque de profondeur un peu. Tu viens-tu tanner un peu de ça? Tu sais, c'est pas ta vraie job, là. Ta vraie job, là, c'est, tu sais, t'es devenu de plus en plus public avec les années. Je veux dire, toi, tu as une vraie entreprise, puis tu fais, puis ça t'a permis de créer ce que tu as créé là. Mais je veux dire, avant tout, c'était pas ça. Moi, je suis là-dedans depuis tout le temps, là, dans le sens que moi, j'ai pas d'autre job que ça. Donc, ça vient un peu avec la patente. Mais moi, là, si, mettons, je gagne 2 millions demain matin à l'auto, c'est fini, là. Je disparais complètement des réseaux sociaux, je disparais complètement de la vie publique, là. Moi, je le fais parce que j'ai une entreprise, on a besoin de l'argent pour vivre dans notre famille, j'ai des employés qui ont besoin de cette paye-là, etc., etc. Mais je veux dire, c'est devenu un peu crazy, là, sérieux, là. Ouais, j'ai des mixed emotions par rapport à ça, dans le sens que t'as raison. Moi aussi, je suis un peu comme toi, là, j'ai pas besoin. Tu sais, je peux prendre ma retraite demain matin. Là. Fait que, je peux fermer ça, là, puis dire who cares, fuck that shit, never again. En même temps, tu sais, je suis rendu avec une Christie de carapace par rapport à toute la merde que je peux manger, puis ça me sert dans plein d'affaires dans la vie. Puis tu sais, je suis rendu un peu. Je tolère plus la bullshit, même dans ma vie personnelle ou dans mon implication dans les associations de baseball ou des choses comme ça. Tu sais, j'ai une intolérance à la bullshit. Je sais que les gens, des fois, sont hypocrites. Je sais des fois, les gens te jouent dans le dos. Puis moi, ça me dérange plus de dire à quelqu'un qui est stupide. I don't care anymore. Tu sais, puis ça vient de la radio. À force de me faire envoyer chier par tout le monde, je te dis, garde. Penses-tu vraiment que tu déranges ma santé mentale dans ma journée? Là? Mais non, ça c'est clair. Mais ça, c'est quelque chose les autres sont sûrs que oui. Là. Ils sont sûrs que cet aspect-là de carapace, ils sont sûrs qu'ils t'atteignent, puis ils ont comme une jouissance là-dedans. Là. Ils ont un fond, ils sont sûrs qu'ils ont une jouissance. Là. Mais ça, c'est une liberté à voir ça. Là. Cette capacité-là à te faire jouer dans le dos, à te faire mépriser, à te faire envoyer promener, à te faire ridiculiser, puis d'en rire. Puis dire, non, genre, t'es pas pertinent dans ma vie, je te flush de ma vie, puis c'est tout.
j'ai pas le goût de perdre ça parce que c'est une vraie liberté. Tu sais, il y a la liberté financière dans la vie, mais il y a la liberté aussi. Tu sais, fuck that shit. Si j'ai le goût de te dire que t'es un cage, moi te le dire. Puis c'est pas grave. Ça me dérange pas, ça changera rien dans ma vie en bout de ligne. Puis ça vient de toute la merde qu'on mange tout le temps. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis j'ai des mixed emotions, parce que c'est de la merde, c'est chiant, faut que tu deals avec ça. D'un autre côté, ça a changé ma personnalité de le faire pendant les 10-15 dernières années. Puis surtout le bout de la pandémie, là, je suis très conscient que ma personnalité a changé après la pandémie. Tu sais, j'étais beaucoup plus prudent avant. Oui. Cette prudence-là, je l'ai perdue. Après le bord. Ouais, après le bar, puis tu sais, c'est I don't care anymore. Puis ça, c'est pas juste lié à une liberté financière, c'est lié aussi au fait que, Christy, c'est ça qui manque au Québec. On est vraiment un peuple qui est hyper hypocrite. Il y a plein de gens qui pensent plein d'affaires, qui le disent tout bas, le disent jamais tout haut. Puis c'est la raison pourquoi Jordan Peterson est populaire. C'est la raison pourquoi que Gadsad est populaire. Oui, mais mais ils sont. Puis je comprends qu'eux autres, en ayant un marché anglophone qui est nord-américain et plus, ils en tirent beaucoup d'argent. OK? Nous autres, on est dans un marché francophone beaucoup plus petit, puis je dis pas qu'on n'en vit pas bien, mais contrairement à eux autres sont vraiment récompensés pour la shit qu'ils reçoivent. Ben, toi, tu devrais être 10 fois plus riche si c'est en anglais tes affaires. Oui, mais je mange la même shit qu'un riche. Oui. Comprends-tu? Oui. Ce bout-là, je le comprends. Puis ce bout-là, il est choquant. Tu sais, je veux dire, il manquerait peut-être 10-12 millions de personnes au Québec pour que ça vaille vraiment la peine de faire ce job-là. Ouais. On comprend toute cette game-là. En même temps, ce qui est frustrant dans tout ça, puis je pense que la vraie frustration est là, c'est qu'il y a des gens qui sont maintenus en vie artificiellement dans le star system québécois par de la subvention. Puis ils pensent qu'ils sont des vedettes, mais ils sont vraiment pas écoutés par personne. Là. Ça, en fait, c'est frustrant. C'est frustrant puis risible en même temps. Ils pensent qu'ils sont populaires, mais ils sont pas. Fait que t'es comme... Tu dis, il y a donc bien des affaires fake au Québec. Puis c'est ça qui me fascine un peu. Tu sais, je veux dire, c'est qui a réellement un succès dans le monde des médias? Des de vrais succès là, québécois dans le monde francophone. Mathieu Bock-Côté. Puis excluons toi que ton entreprise puis tout ça. Là, restons dans le monde traditionnel un peu. Mathieu Bock-Côté peut vivre de son côté de sa production en français. Ensuite, hey, la liste est courte. Là. Sans subvention, là, la liste est courte en sacrament. Là. Mike Ward. 10 personnes. Hein? Mike Ward, exact. Ouais. Mike Ward peut vivre de ça. Plusieurs podcasters d'un bord puis de l'autre. Est-ce qu'il y en a 25 qui peuvent vivre vraiment de leur dans les influenceurs, c'est sûr que montrer ses boules, sa vulve, c'est un moyen quand la nature, tu travailles fort, tu vas au gym, toi tu fais attention, on veut dire, la nature t'a donné. C'est quand même, il y en a, là, je veux dire, il y en a qui sont capables de faire ça. Là, mais, c'est spécial ce bout-là, mais t'as raison. Mais ça marche, dans le sens que c'est pas par la pensée puis tes interactions avec qui tu parles, etc. Mais il y en a. Ça, c'est un moyen de le faire. Mais pour les autres, c'est plus dur. C'était peurant, hein, pour moi, j'ai pas de fille. Mais je pense à un gars comme toi, là. Quand tu as 2 filles, là, puis tu vois comment l'appât du gain peut être très fort chez les jeunes femmes de 19, 20, 21 ans. Là. Ce phénomène-là de société, moi, si j'étais papa de femmes, de jeunes femmes, là, il me ferait capoter. Il me ferait capoter en sacrement. Bon, il faut que tu aies confiance de comment tu élèves tes enfants. 100% d'accord. 100% d'accord. Mais Christy, quand tu as à dealer avec ça, là, ta fille qui essaye de se décoller un OnlyFans ou quelque chose comme ça, là, ça doit être fréquent en bordel. Là. Mais bon. Mais regarde, mais effectivement, mais tu comprends que ça part de moi, je pense que ça part de l'éducation. C'est drôle parce qu'on a parlé des gens qui font des podcasts sur les rôles plus traditionnels dans la société qui sont ridiculisés par les grands penseurs. Parce que la femme veut être plus à la maison, faire des choses, pas travailler, etc. Son gars va pourvoyer au budget familial, etc. Puis, dans ces affaires-là, il y a ces réflexions-là. Moi, regarde, les gens font ce qu'ils veulent, là, en passant. Mais à l'époque, je vais répéter encore ce que mon chum André dit, les gens avaient une mère. Dans le sens que les gens étaient bien élevés, puis il y en a qui dérapaient. Mais quand il y en a qui dérapaient, habituellement, c'est parce qu'à la maison, il y avait un manque quelque part. Donc,
ça part beaucoup de ça. Ça part beaucoup de parents impliqués, de parents qui sont à la maison avec leurs enfants. Parce qu'habituellement, tu regardes les gens qui font de l'argent sur le web, sur OnlyFans ou autre, il y a quelque chose il y a quelque chose qui leur a manqué dans leur vie. D'aller te montrer à longueur de journée. Des fois, là, je vois la fille là, qui court après Cole Caulfield, après ça, c'est l'autre Mailloux, etc. Là, je veux dire, la fille qui était dans l'avion de Sunwing là, avec c'est triste, là. C'est vraiment, vraiment triste, là. Ah, ça me fait capoter. C'est sûr qu'il a manqué de quoi dans sa vie. C'est même pas d'argent, là. C'est pas de l'argent. Probablement été dans une famille qui avait tout ce qu'il fallait, puis je sais qu'elle allait à l'école, mais tu sais, je regarde ça, là, je me dis, crif, Écoute, la société change. La société change, on essaie tous de la suivre, ça nous donne tous des défis. Puis c'est réellement tough, mais le peuple québécois, je sais pas où qu'on s'en va réellement, mais tu sais, il y a une fracture. Frank m'a fait jouer une vidéo un matin, il m'a vraiment fait rire, là. C'est Anne-Marie Dussault qui va voir une de ses plus fidèles auditrices de son téléjournal ou de son émission. Là. OK. Elle s'en va en CHSLD, puis la madame a 104 ans. Là, c'était sympathique, c'était cute. Là. C'était pas problématique, ce reportage-là. Je trouvais ça correct. Là. Elle est allée voir une fidèle auditrice et tout ça, mais quand elle est rentrée au CHSLD, Anne-Marie Dussault, là, elle s'est-tu demandé que... Mais c'était pas une bonne idée, ça. As-tu réalisé que ça, c'est son marché cible? Oui. As-tu réalisé qu'il faut pas trop le dire non plus, là? T'sais, moi, j'aurais dit, non, on ira pas là. Essaye de trouver quelqu'un de 23 ans qui t'écoute, on va aller chez eux. Mais on ira pas voir quelqu'un en fin de vie qui est... Non, c'est pas ça, là. Il essaye de briser cette image-là. Oui, la société change. Parce que la réalité, c'est qu'ils sont pas à trouver quelqu'un de 23 ans qui écoute RDI à 6 heures le soir, là. Non. C'est sûr que non. Non, puis ça prend du monde qui sont scotchés en avant de la télé pour être populaire de leur côté, tu sais. Fait que je commence à sentir la transformation des médias québécois quand même. Puis on voit que Québécois essaient un peu de jouer dans nos plates-bandes avec leur maladresse habituelle. Fait que puis ça se développe pas, tu sais. Je trouve que Jello pogne pas de leur côté. Fait que c'est une bonne nouvelle pour nous autres. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Bah, tu vois un peu, là, Cube Radio, là, mais ils sont encore pognés dans le vieux format. Ils font de la télé en podcast. Là, ouais. C'est genre, ça vous tente pas de faire des podcasts en télé, worst case? Là, genre, laissez tomber le volet télé, perdez votre rigidité, laissez... je veux dire, une entrevue qui finit bien sec, boum, à la fin, parce que là, c'était à 8h48. Ah, il y a un timing. Ah oui, il y a un timing. Arrêtez ça, là. Tout le monde qui fait du podcast a pas de timing, a pas de timer. Revenez-en, là. Ça n'existe pas, ce monde-là. Mais non. Ils sont encore là-dedans. C'est l'enfer. Hey, justement, en parlant de groupes, je ne suis pas tous les groupes, mais Jerry est un bon fouilleux pour moi. Puis il dit, bon, la clique du plateau te ridiculise parce que tu défends le couple de personnes à Montréal qui vont vendre leur duplex suite au changement du gain en capital. Bon, je ne sais pas si le 28 000 tient encore, là, parce que quelqu'un qui est arrivé du finalement, s'ils split les revenus à deux, puis etc., peut-être qu'ils vont payer moins. Même si c'est 9 000, comme le Godbout disait. Ben oui, peu importe. Là, c'est 9 000 piastres volés. Là. Ben oui, c'est ça, exact. Puis là, à peu, ça, c'est avant que le provincial embarque. Donc là, c'est rendu 18 000. Bon, c'est ça, c'est rendu plus encore. C'est ça, là. Puis là, on a parlé tantôt, je pense que c'était dans la boîte, je pense qu'on a parlé de ça avec Jerry, puis tu sais, je me dis, crif, comment ça se fait qu'on a autant de gens qui trippent? Tu sais, parce que je regarde ça, là, j'ai jamais vu autant de gens, puis je pense que, comment s'appelle le gars du bye-bye? Fecto, il a comme soulevé un point de même. Lui, des fois, de temps en temps, il sort un peu de sa gang, là. Puis il dit, j'ai de la misère, pourquoi? Il dit, tout le monde alentour de moi se réjouit d'une augmentation de taxes puis d'impôts. Si on veut simplifier ça, là, c'est carrément ça. Puis la gang de la clique du plateau, eux autres, ils nous ridiculisent parce que, hey, écoute bien, là, ils ont de l'argent, puis ils vont faire du profit sur le duplex, puis c'est pas tout même pas 28 000 qui va changer leur retraite, etc. Je veux dire, mais qu'est-ce Faut que tu sois syndiqué gouvernemental pour dire ça. Ben, je pense qu'à la base, celui qui a fondé la clique du plateau, je ne sais pas si c'est encore lui qui l'a, mais c'était un employé du gouvernement. Donc, mais... Grande surprise. Oui, mais il y a même beaucoup de Québécois qui approuvent ça, là, qui ne travaillent pas tous au gouvernement. Ouais, écoute, c'est quand t'as pas à le vivre, ça doit être plus facile. Tu sais, c'est le principe... Ouais,
Ouais, moi, je me couche à 8 heures. Mettez-les à 9 heures, votre couvre-feu, je m'en sac. C'est ça. Je m'en sac. J'ai le doigt. Je m'en sac. Tu sais, à un moment donné, là, c'est ça le bug. Quand c'est l'argent des autres, on s'en fout. Mais quand c'est ton cash, c'est le point, justement, leur point, eux autres, c'est, ils font quand même une belle passe d'argent. Dans le sens que ils ont acheté quelque chose, mettons, à 100 000, puis ça vaut 900 000. OK, mais c'est quand qu'il va dire, ouais, là, c'est plus une passe d'argent, ils en prennent trop. C'est quoi leur limite à eux? Non, c'est ça. Lui, sa limite est comme variable. Là. Donc, lui, il va décider à un moment donné que, là, il fait de l'argent, mais c'est vrai que là, il pourrait en faire plus. Là. Avez-vous entendu un analyste politique / économique / financier au Québec vous expliquer à quoi servait le taux d'inclusion du gain de capital? Non. Parce que tout le monde sont là, c'est injuste. Nos revenus sont taxés à 100%, puis les gains de capitaux, on les inclut juste à 50%. Il y a une grande injustice là, il faut arrêter cette injustice-là. Mais il n'y a personne qui s'est posé la question pourquoi initialement on a créé ce taux d'inclusion-là à 50%. C'est que si tu ne fais pas ça, tu te trouves à taxer l'inflation. Puis ça, en principe fiscal, c'est pas quelque chose que tu veux faire. L'inflation en soi, c'est une taxe. Oui. Pensez-y comme il faut. Votre revenu, il est imposé à chaque année. Oui. Avec les tables d'impôt progressives qu'on a. Donc, tu gagnes 50 000, c'est un tel taux d'impôt. Après ça, les dollars après 55 000 commencent à être imposés à tel taux d'impôt, et ainsi de suite. Donc, à chaque année, ces tables d'impôt-là sont mises à jour avec l'inflation. Mmh. Le seuil de 55 000 passe à 57 000, passe à 59 000, ainsi de suite, à toutes les fois qu'il y a de l'inflation. Donc, en étant taxé au fur et à mesure, tu as toujours été taxé d'une manière juste en fonction de l'inflation. Mais l'inflation n'a pas vraiment été taxée d'une certaine façon. Le taux d'inclusion, ce qui permettait de faire, c'est de dire, écoute, ton gain de capital, quand tu as un gros gain de capital, tu l'as construit pendant 30 ans. Là. Oui. Tu ne construis pas un gain de capital. Il y a des gens qui pensent qu'un gain de capital, ça se construit en 2 ans. Écoute, il y a des gens qui ont été lockés avec le Bitcoin, il y en a qui ont été lockés avec des stocks de potes à un moment donné, ou peu importe, là, mais la vraie gain, là, le gain de capital, quand il y a un gros montant de gain de capital qui est imposé, ça s'est construit pendant 25-30 ans. Oui. C'est pas un ultra riche qui le reçoit, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en déclare du gain de capital que c'est des ultra riches. C'est juste qu'il a construit ce gain-là pendant 30 ans, puis il va vendre sa bâtisse ou il va vendre son entreprise une fois, grosso modo. Mais ça se fait pas de taxer l'inflation. Tu te dis, t'as peu, s'il avait été taxé à tous les ans sur ce gain de capital-là, on n'aurait pas besoin d'inclure juste 50% du gain, parce que tu dirais, à tous les ans, il a payé son dû en fonction de sa richesse côté revenu. Parce qu'en termes fiscaux, on décide qu'une personne est riche ou pauvre, a un gros taux d'impôt ou pas, en fonction de son revenu de la taxation. Sauf que là, on taxe 30 ans plus tard quelque chose qui a pris de la valeur pendant 30 ans. On ne sait pas c'était quoi le revenu de cette personne-là pendant ces 30 années-là. On ne sait pas si c'était un riche, un pauvre, classe moyenne, ainsi de suite. Tout ce qu'on sait, c'est que si on le taxe au complet, on y applique un taux de très, 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 très riche, d'ultra riche. Oui. On ne sait pas si cette personne, c'est un ultra riche ou pas. Fait que ce que le gouvernement du Canada a fait, c'est qu'ils ont dit, on va inclure juste 50% du gain de capital. En plus, comme ça, on ne découragera pas l'investissement. Puis on règle cette problématique-là. Comme on ne savait pas si la personne était riche ou pauvre pendant qu'elle a créé son gain de capital, on va prendre un taux qui est raisonnable, ainsi de suite. C'est à ça que ça sert, le taux d'inclusion de 50%. C'est une méthode qui est plus efficace même que la méthode qui était utilisée aux États-Unis. Puis là, j'ai l'air super intelligent quand je dis ça, mais c'est même pas moi qui ai pensé à ça. C'est Vincent Geloso qui me l'a expliqué. Ça, c'est le bout de Geloso qui est le fun. Il fait de l'histoire économique. Là. Mm-hmm. Il rappelle pourquoi on crée des affaires. Pourquoi il n'y a pas un putain de journaliste économique qui a le peuple à la cœur, qui est capable d'expliquer ça au peuple québécois, que le taux d'inclusion, la raison pourquoi on ne taxait pas pleinement le gain de capital, c'est parce que c'était injuste d'une certaine façon de le taxer pleinement. Puis que ça allait décourager l'investissement de le taxer pleinement. Pourquoi ils ne le font pas? Premièrement, ils n'ont pas les compétences pour ça. Combien de journalistes disent candidement que quand ils étaient jeunes à l'école, c'était des pioches en maths. Donc ça, c'est la première affaire. Puis deuxièmement, ils veulent pas le dire. Ils ont je sais pas pourquoi, mais c'est tous des gens, je sais pas c'est quoi leur limite qu'ils veulent imposer à quelqu'un qui travaille puis qui gagne 100 pièces. Quand ils vont dire assez, je sais pas quand, mais je sais que c'est pas là. Puis eux autres, donc, ils ont une soif.
Là, les journalistes, on sait, là, sont maintenant payés en partie par les taxes et les impôts. Ils sont maintenant soutenus par ça. C'est des fonctionnaires. C'est des fonctionnaires. Donc, une fois que tu te graisses dans ce système-là, ben, tu n'en veux de plus en plus parce que ça t'assure, plus il va y avoir de l'argent dans le cash, moins ils ont chance de couper ton affaire à toi. Donc, ça t'assure que le gain que tu fais à toi, il est maintenu aux dépens de quelqu'un d'autre. Mais sérieux, c'est une gang de sans-cœur. Tu sais, je veux dire, cet exemple-là, le gars, il est tellement pas riche qu'il y a la RRQ, il y a la pension fédérale. C'est ça. Puis elle continue de travailler malgré son âge à 40 000 par année. Tu vois très bien que c'est pas des... avec le coût de la vie d'aujourd'hui, c'est pas des ultra-riches. Là. Puis pour avoir un revenu supplémentaire, mettons on va le mettre en rond, là, ça pas ça. Mettons qu'il leur reste 1 million par année. C'est toujours bien juste 50 000 de revenus à peu près, 45-50 000 de revenus pour eux autres, pour leur retraite. Est-ce que ça fait d'eux autres des riches? Est-ce qu'on a le droit de les pénaliser autant que ça pour essayer de satisfaire les dépenses que le gouvernement fédéral a besoin puis provincial? Tu sais, à un moment donné, si ces gens-là, je parle des journalistes, si ces gens-là étaient aussi agressifs sur pourquoi les gouvernements ont besoin de tant de cash, parce que jamais ils questionnent les dépenses. Jamais. Puis l'autre morceau, ça crée une forme d'injustice d'une certaine façon, parce qu'à un moment donné, quand tu prépares ta retraite, tu fais des choix. Il y a des gens qui ont choisi de faire de l'immobilier. Il y a des gens qui ont choisi de faire de l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui ont décidé de travailler pour le gouvernement. Il y a des gens qui ont choisi de s'acheter des REER. Ben là, le fonds de pension, prestation déterminée du gouvernement, là, quand tu prends ta retraite qui vaut 1,2 million, mais lui, tu vas pouvoir le décaisser morceau par morceau chaque année. Tu reçois une rente de 50, 60, 70 000 par année en provenance du REGOP. Oui. Il va être taxé à des faibles taux d'imposition tout le long. Il va être taxé autour de 26 % en grosse partie. Sauf que la personne qui a v'là 30 ans, elle s'est dit, je ne travaillerai pas pour le gouvernement, je ne me partirai pas une entreprise, je ne prendrai pas de réel, je vais me construire un parc immobilier. Ça va être ça, mon fonds de pension. Mais cette personne-là, quand elle décide de vendre son bloc, ou ses blocs, ses portes, elle est réputée les avoir vendus d'un seul coup. Ben avec un taux d'imposition, d'inclusion à 100%, par exemple, dire, on va vous taxer pareil comme si c'était un revenu, il n'y aura plus d'injustice, comme les Gabriel Mao-Dubois disent, puis la gang de PD, puis la gang de gauchistes-là, là. Ben cette personne-là, son taux d'imposition qui serait appliqué sur son gain de capital, c'est en haut de 50%. Oui, parce qu'elle vend une claque, donc son revenu... Il est tout déclaré dans la même année. Exact. Donc, il y a une injustice totale. Une injustice totale. Fait que la raison pourquoi tu as un gain de capital, taux d'inclusion à 50%, c'est que tu te dis, ben écoute, la personne qui le vend d'une claque va être imposée à quel genre de pourcentage? Attends un peu. 26%. Ah bon? À peu près le même genre de taux qu'un fonctionnaire va payer sur une grosse partie de son fonds de retraite du REGOP. Ben calvaire. Donc, l'injustice totale, là, l'injustice, c'est que la personne qui travaille au gouvernement, que son fonds de pension, lui, il paye un taux d'imposition X, puis la personne qui a eu, qui n'était pas au gouvernement, et cette personne-là... il fait comme retirer sa retraite d'une claque parce qu'elle vend son immobilier. Mais lui, il est dans l'immobilier, là. C'est ça. Puis lui, il va payer... donc, il y a une injustice. Il va payer plus. Donc, il y a une injustice, là, entre ces deux personnes-là, là. Ces deux voisins. Donc, quand la clique du plateau ridiculise ce qu'on fait en défendant ce pauvre monde-là, ça nous prouve que le proprio de la clique du plateau, c'est un salaud de fonctionnaire. Ouais. Ça ressemble à ça. C'est ça. Ça ressemble à ça. C'est carrément ça. Une grosse partie du revenu tiré du REGOP pour les gens dans la fonction publique va être imposé au taux combiné de 26 %. Wow. Tout ce qui est en bas de 45 000 à peu près dans ces zones-là. Donc, eux autres ont tout applaudi sur l'imposition à 50 %. Mais on le rappelle, comme tu dis, c'est que quand l'année qu'il déclare ce gain-là, il n'est plus au petit taux. Là. Il devient comme un riche pour un an. Là. Ben exactement. Puis avant ça, en incluant juste 50 % du revenu, ça lui donnait un taux combiné d'à peu près 26-27 %, le gars qui avait vendu de l'immeuble. Mais là, en incluant 66 % du revenu et non pas 50, ben là, on commence à parler pas mal plus de quelque chose qui ressemble 2/3 de 53 %. Là. Fait qu'on est en haut de 30. En haut de 30 % carrément. Puis, fait que c'est vraiment plus que le bout facile du REGOP. Mais là, il y a des gens comme Luc Godbout qui va sortir
Avec la bouteille de lubrifiant. Lui, c'est jamais assez. Lui, c'est la gang de Sherbrooke, c'est jamais assez. Non, il va dire, attendez, là, c'est pas si pire que ça, un petit peu de lubrifiant. Puis, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Il y a une exemption de 250 000 pour monsieur, madame, tout le monde. Un autre retraité du gouvernement qui va avoir une retraite de quoi? À peu près 125 000 pour avoir travaillé toute sa vie à l'université puis avoir donné un coup de main à tous les payeurs de taxes du Québec avec des bons conseils aux politiciens eux l'écoutent à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche comme si c'était un genre de... Ben, c'est comme de nouveau Pierre Fortin, là, c'est comme celui qui aime taxer pour le modèle puis qu'on pense à la société avant. Regarde, oh my God. Mais ce que je retiens, c'est de peut-être faire... On va se partir en OnlyFans. De la discussion qu'on a eue là, un peu plus tôt, on va se partir en OnlyFans puis on va aller discuter de choses un peu plus anodines ou encore montrer des choses un peu plus simples. Comme ça va être... on fera pas rire de nous autres par la clique du Avant plateau. de le partir, sois sûr de décoller ton lieu de résidence aux Bahamas. Quelque chose oui, c'est vrai, t'as raison. Effectivement, t'as raison. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, mais également sur podcast avec Frank. On se reparle la semaine prochaine, mon ami Yann. Yes.